Si je savais à l'avance pourquoi je prends le téléphone, pourquoi je parle, de quel sujet je vais parler et qu'est-ce que je vais dire dans ce sujet, j'aurais de l'intérêt pour ce que je dis, donc je mettrais de la valeur sur les informations que je pourrais expliquer. C'est comme si j'avais quelque chose de tout fait dans la tête, que je me persuadais que c'était mon expertise, que je me persuadais que ma réflexion elle est bonne et qu'elle mérite d'être enregistrée et diffusée. Donc ça me mettrait automatiquement dans une dynamique d'ego. Et si ça me met dans une dynamique d'ego, enfin un ego comme tout le monde qui fait son travail, qui a son expertise et qui veut vulgariser, publier, ça aurait une certaine vibration. Mais si j'étais dans cette vibration, l'ego, je ne serais pas dans cette intelligence qui agit dans ce qu'on appelle le subconscient. C'est-à-dire que l'ego, il est vidé de sa réflexion, il est vidé de ses impressions, il est vidé de son jugement, il est isolé de son âme, donc de sa mémoire et ses désirs, et tout ce qui constitue une personnalité humaine normale. Et il est nécessaire que cette intelligence me mette dans un état parfaitement docile. Cette intelligence, qui n'a pas origine dans la création, donc qui ne fait pas partie d'un processus d'évolution, qui ne fait pas partie des forces de la mémoire, qui ne fait pas partie des forces animales, mais qui peuvent se servir des forces animales, physiques, pour s'exprimer, à condition que le véhicule animal, physique, soit suffisamment capable de s'ajuster à cette intelligence faisant partie des organisations de l'univers primitif, c'est-à-dire cette intelligence qui est au-delà de l'univers primitif, qui représente un petit peu la source de toute chose, la source de ce qui a été créé. Donc quelque chose qui est en dehors et quelque chose qui est avant, qui était là avant. Pour que cette intelligence passe au mieux, il faut que le véhicule ou l'individu soit capable de fonctionner. Si l'on le détache de tous ses besoins existentiels, de toute sa mémoire et son raisonnement existentiel, identitaire, parce que si cette intelligence ou cette énergie intelligente s'exprime de la façon la moins transformée possible, il faut que l'ego soit totalement libre et détaché de son jugement, il faut qu'il soit totalement libre et détaché de sa pensée, il faut que l'ego soit capable de ne pas penser parce que les pensées interfèrent cette énergie originelle avec ses interprétations, avec ses désirs, avec sa condition logique d'interpréter, avec une pensée rationnelle faite pour conditionner l'individu en isolant son mental dans un paradigme individuel. Cette énergie, intelligente et originelle, est aussi universelle, donc si un individu devrait être pleinement le véhicule de cette énergie universelle, ne pourrait pas supporter le contenu infiniment vaste de cette énergie originelle. Si l'individu possède dès le départ une conscience et une intelligence universalisée, infiniment vaste, ne peut pas s'identifier, donc il ne peut pas y avoir ce qu'on appelle conscience de l'activité et du principe de cette énergie intelligente, originelle, universelle, et infiniment vaste. Donc l'individu doit être isolé, le véhicule d'expression de cette énergie doit pour une longue période être isolé et il doit développer d'abord la volonté et la capacité de contrôler son mental. De l'infinité, ça ne se contrôle pas. Cette énergie existe depuis toujours, mais elle n'a pas toujours eu un véhicule capable de la contrôler. Alors, étant de l'intelligence au pouvoir, possédant les caractéristiques de création similaires à sa nature, c'est-à-dire un pouvoir de création qui est infini, un pouvoir de création qui est intelligent et un pouvoir de création qui est universel. Cette énergie se divise dans ce que nous pourrions appeler de la hiérarchie, tentant de donner un petit peu d'individualité en une brève division qui est toujours septuple si on regarde
les traditions, les croyances, dans tous les peuples à travers le monde, on parle toujours de sept. Il y a sept séphiros, il y a sept archanges, il y a les sept trompettes. Et ces sept divisions, dès lors qu'elles ne sont plus en état d'unité absolue et universelle, possèdent déjà une certaine individualité. Ces sept individualités, d'une manière ou d'une autre, veulent m'empêcher de continuer cet enregistrement, puisque je m'apprête à dévoiler l'origine de la création et ses fameux secrets. Donc elle se joue de moi, ces sept, puisque elle contrôle ou influence d'une manière qui est très grande les processus d'évolution. D'ailleurs, l'individualité humaine est à l'image de l'individualité de ces septuples, cet esprit qui est septuple. Toutes les découvertes et toutes les évolutions constatées d'un ego dans ce qu'on appelle la matière, ce n'est que l'exécution et la constatation de ce qui est constaté au niveau de l'esprit. Ok, l'ajusteur de pensée dit, ou le double, ou peu importe ce que c'est, j'en ai pas grand chose à foutre. Il n'y a aucun mot qui ne me gêne pas quand je veux expliquer ce qui se passe. Mais on me fait comprendre, on me montre, d'une façon vibratoire, que j'avais quand même une once d'attention, de dévoiler quelque chose. Attention, intention, sur quelque chose afin de le dévoiler. Et ils peuvent me faire prendre, comme là c'est le cas, 20 minutes, et pour eux, le temps ça n'a aucune importance, donc vis-à-vis de l'ego, ça prend le temps que ça prend, mais pour me dévoiler que dès lors que j'ai de l'attention, de l'intention, ils perdent de la communication, ils perdent le pouvoir sur tous les réseaux, les corps d'énergie, tout ce qui permet de m'exprimer d'une façon parfaitement créative, à l'image, non truquée, de ce qu'on appelle l'esprit, autrement dit de l'énergie pure, de l'intelligence pure, de la source. C'est un travail qui est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de gens qui s'expriment et qui pensent savoir, qui pensent avoir des connaissances, ou en tout cas qui pensent que ces connaissances sont absolues. Ces énergies qui veulent communiquer à travers l'homme sont en guerre avec les forces qui permettent l'expression, qui permettent la création des mots pour s'exprimer. Il y a extrêmement peu d'hommes et de femmes. Lorsque je dis extrêmement peu, je veux dire que vous pouvez passer toute une vie sans ne jamais entendre ce que l'esprit veut communiquer dans sa forme absolue. Parce que ces esprits très élevés, qui sont responsables de l'organisation de toute chose, peuvent se montrer que dans une zone effroyablement subtile et éloignée du mental humain. D'ailleurs, ce n'est pas le mental humain, c'est ce que nous avons appelé le supramental, mais il est indissociable du mental humain. Il est chevauché, il est infusé, effusé dans le mental humain, mais cette effusion ne peut s'entre-apercevoir, non pas dans ce que l'homme appelle le conscient, mais dans ce qu'il appelle le subconscient. Autrement dit, nous sommes le subconscient de l'homme. Mais il y a d'autres forces, d'autres civilisations, d'autres énergies faisant partie de l'organisation de la création qui, eux, sont ce que vous appelez votre mental conscient. Et ces forces, bien qu'elles participent d'une manière si fidèle que nous ne comprenons pas comment cela est possible, au plan originel, au but
originel, possède des caractéristiques similaires à l'homme puisque ses forces sont si proches de l'homme qu'elles ont cédé et goûté à la capacité de l'homme, de l'animal, à ressentir et à jouir des sensations physiques. Il y a donc ce que je vais appeler plusieurs régions d'esprit qui sont en opposition avec d'autres. Il est très facile à un ego, à un individu, d'exprimer et de prétendre connaître et de s'enorgueillir de son intelligence et de ce qu'il a appris, puisque ce sont des forces, celles qui constituent son mental conscient, qui lui fournissent l'information emmagasinée en tant que mémoire, c'est-à-dire que ce sont des informations qui ont été transmises dans les lois locales de l'univers primitif, donc des informations qui ne sont pas lumière, des informations qui sont mémoire. Le mental conscient est constitué de mémoire, ce que le mental subconscient est constitué d'intelligence pure ou de lumière. Ces forces, constituant le mental conscient de l'homme, et donc qui sont la conscience de l'homme, n'ont pas d'autre choix que de maintenir l'état mental conscient de l'homme grâce à ce qu'on appelle la mémoire, qui est toujours utilisée et qui est toujours amenée à l'attention de l'homme afin que l'esprit originel de celui-ci demeure sous le joug incessant, cyclique, karmique de la mémoire. Les esprits ou les forces qui constituent le mental conscient de l'homme dépendent pour leur survie d'un jeu manipulatoire, d'un jeu illusoire, très bien ficelé, au point de créer des impressions à la partie originelle de l'esprit, que l'on appelle le subconscient, que vous appelez le subconscient. C'est pour ça que nous disons que ces forces, que certains peuvent apparenter aux forces de l'ombre, aux forces involutives, aux forces qui finalement sont anti-homme et anti-lumière, prennent naissance dès la première expérience individuelle et spirituelle que nous avons eue il y a de ça des millions d'années. Nous sommes à la fois votre futur et nous sommes à la fois votre passé, mais un passé qui remonte à si loin et à si subtil que ce que vous appelez la mémoire ne peut se souvenir. Nous ne pouvons pas agir de la manière dont nous voulons, mais nous pouvons agir. Nous avons énormément de mal à vous communiquer parce que disent nos mémoires, sous-entendu vos mémoires, interceptent systématiquement et exercent un contrôle qui est relativement absolu sur votre mental, sous-entendu aussi sous notre mental, sur notre mental. Ah, ils disent sous notre mental. C'est sur votre mental, mais sous notre mental. Nous sommes observés et surveillés à la loupe, et toute communication est réorganisée par ces forces involutives, dont le rôle est de constituer un mental individuel très dense. Bon, ça j'en ai assez. Qu'est-ce que ça veut dire j'en ai assez? Ils disent je ne le remarque pas, mais quand je dois parler, on va dire de cette manière, il y a une énorme tension qui se produit. Ce n'est pas sur le corps physique, ce n'est pas a priori sur le corps astral, mais c'est sur des corps plus élevés, au niveau psychique. Et il y a une grande tension. Ils ne peuvent pas en faire trop, parce que ils ne peuvent pas en faire trop. Ça a toujours tendance à effrayer quelqu'un qui semble ne pas être lucide, qui ne semble ne pas avoir les pieds sur terre quand il parle. Quelqu'un qui est trop différent de la masse. Quelqu'un qui semble
canaliser, on ne sait pas quoi, et qui arrive avec des propos qui sont inhabituels. Mais il faut savoir que, en tout cas dans ce processus, l'esprit, il est là. C'est-à-dire que je sais que quand je parle, je vois tellement euh, la collectivité des pensées, je suis toujours dans le observateur du paradigme humain, et je sais quand je parle d'une façon que certains peuvent trouver ça un peu effrayant parce qu'ils n'entendent pas quelqu'un qui parle comme les gens qui leur parlent tous les jours, qui parlent d'une manière qui est, comme on dit, soit lucide et les pieds sur terre. C'est normal. Est-ce que vous croyez que ces choses, ces esprits, ces intelligences qui sont au-delà, on peut les qualifier de pieds sur terre et lucides? Ces forces ne sont pas lucides. Les intelligences responsables de l'origine de la création, tout ce qui est au-delà, tout ce qu'on peut concevoir comme étant au-delà, ce n'est pas lucide, ça ne peut pas être lucide. Donc il ne faut pas s'attendre à des messages, entre guillemets, lucides. Il ne faut pas s'attendre à ce que les messages soient clairs. Et lorsque nous avons dit ça, n'importe qui, n'importe quelle force mal intentionnée peuvent exploiter ce fait de toujours justifier que ça vient d'en haut, ça vient des extraterrestres, ça vient de Dieu, ça vient des anges, ça vient de quelque part. Donc il faut croire. Il ne s'agit pas de croire. Les forces dont il était question, là, les forces qui constituent notre conscience, donc les forces animales, les forces involutives primaires, ces esprits qui avaient au départ pour rôle unique de créer la forme, de créer la matière, ce sont les mêmes forces. Je vais isoler un esprit, il chevauche le plan divin, il chevauche ce même esprit, mettons qu'il n'y en a qu'un. Il chevauche les plans de lumière, les plans d'intelligence, et il chevauche les plans de la matière. La partie, pour chevaucher le plan de la matière, il faut de la mémoire. Il faut de la mémoire. Parce que chevaucher, je vais corriger après, ce n'est pas exact de dire ça, mais chevaucher le plan de la matière, perfectionner et créer le principe d'individualité, donc le principe de la conscience. Si vous étiez tout puissant, une intelligence absolue, suprême, créative, universelle, ce que vous voulez, la seule chose que ce principe puisse vouloir, c'est d'être conscient. C'est de conscientiser, d'être en mesure de conscientiser afin de pouvoir contrôler tout ce qui nécessite une organisation parfaite. Et pour la conscience, il faut s'individualiser, se diviser. Et pour ça, il faut de la mémoire. Donc le même esprit existe et chevauche un plan qui est indivisible. Et dans la discontinuité, donc ce même esprit se divise en autant de, on va dire, hiérarchies nécessaires à la constitution de ce but de la conscience. Et à partir de ce même esprit qui chevauche ce qu'on appelle le monde animal, sous-entendu matière, astrale, éthérique, le tout, c'est ce que eux appellent, ou ce que eux appelleraient s'ils pourraient parler, à travers ma bouche, le monde animal, à travers lesquels les expériences sont menées, les expériences d'individualisation, afin de bénéficier d'une conscience. Mais la mémoire, et c'est possible d'appeler ça un incident, la mémoire devient indépendante de l'esprit originel. La mémoire s'isole de la lumière puisque la mémoire est l'opposé, l'exact opposé nécessaire à la constitution de la conscience, l'exact opposé à la lumière, à ce qui est origine. Si on parle de mémoire, on parle qu'il y a un début. Et si on parle de lumière, on parle qu'il n'y a pas de début. Automatiquement, ce même esprit, qui est toute puissance dans son plan originel, possède cette caractéristique de toute puissance sur le plan de la mémoire qu'il chevauche. Et s'il possède ce sentiment de toute puissance, il faut mêler à ça que l'animal doit posséder des fonctions de l'ordre du vivant, donc les fonctions biologiques que l'on connaît, qui auparavant étaient éthériques, il n'y avait pas de matière. C'est-à-dire que les premières expériences, les premières divisions, les premières mémoires remontent avant la matière physique telle qu'on la connaît, mais il y avait une matière éthérique, il y avait quand même de la matière. En ce sens qu'on ne passe pas du matériel au vide énergétique originel. Il y a différents plans qui précèdent ce qu'on appelle la matière, et dans lequel se situaient les expériences de ce qu'on appelle le monde animal. Et cet esprit qu'on peut dire corrompu, qui s'est attaché de par les sensations, qui a même été surpris par les sensations de sa propre création, les sensations biologiques qui ont émergé, qui, je rappelle, auparavant étaient éthériques, mais il y avait déjà des sensations
lorsque les expériences se situent au niveau éthérique. Parce que ce qui fait qu'il y ait sensation doivent être, si vous voulez, ce qu'on appelle le phénomène de la mémoire, doivent être sauvegardés. Et on a constaté que l'esprit, lorsqu'il ressentait des sensations éthériques, donc des sensations individuelles, dues à l'environnement, dues à sa zone d'expérience, a créé automatiquement ce qu'on appelle le corps astral. Le corps astral dans lequel s'enregistrent et s'emmagasinent les sensations. Ce qu'on appelle émotion, c'est de la sensation enregistrée. Et donc c'est de la sensation qui est reconsultable. Donc le corps astral, c'est une conséquence non nécessairement souhaitée, qui s'est matérialisée, on va dire qui s'est astralisée du coup, chevauchant le corps éthérique. Et plus il y avait de l'expérience, donc plus il y avait de sensations constatées par ces esprits qui évoluaient dans un corps éthérique, les premières races. Ils accumulaient toutes ces énergies de sensations, ces énergies éthériques, dans le corps astral. Ils s'accumulaient, et le corps astral s'est tellement densifié, figeant cette énergie éthérique et donnant naissance à une énergie matérielle, une énergie qui s'est si densifiée qu'elle est devenue ce qu'aujourd'hui on appelle la matière. Pourquoi, pourquoi l'esprit n'a-t-il pas agi, prévoyant l'incident que l'on connaît? Si on ne le connaît pas, on en est victime, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, nous sommes victimes d'un incident. Pourquoi l'esprit n'a pas interféré? C'est parce qu'il en est arrivé à croire ces sensations. L'incident réside ici. Certes, l'esprit avait une faculté créative, une intelligence absolue, mais la création et ce qui est créé est aussi puissant que ce qui créait. Autrement dit, la création était devenue si puissante, si parfaite dans son expression, que l'esprit a cru, au détriment de son origine, de sa soi-disant lumière, de sa source, il a cru en ses sensations, il a aimé ses sensations et développa le désir de revivre les sensations qui étaient bonnes. Il est facile pour nous aujourd'hui de dire que, et de concevoir que il y a eu une erreur au niveau de la création. Il est facile aujourd'hui, avec notre conscience, de voir où était l'erreur et de penser qu'on aurait pu éviter cet incident. Mais la conscience n'était pas effective à cette période. L'esprit était intelligence absolue, certes, mais l'esprit ne peut pas, entre guillemets, travailler seul. Il faut d'autres divisions. Il doit se diviser davantage afin de construire et constituer toute la complexité de ce qu'on appelle la création, de l'univers. Et donc les parties divisées qui avaient pour rôle de vivre près de sa création animale, de ses sensations physiques, éthériques, et des émotions auxquelles elle a donné naissance dans le corps astral, et auxquelles il nécessite d'avoir une mémoire, ayant un début. L'illusion de ces esprits étant que leur source, n'étant pas divine, mais leur source, c'est-à-dire leur origine, leur début, étant la première expérience vécue par l'esprit, c'est-à-dire la sensation. Donc pour ces intelligences-là, leur Dieu, leur origine, c'est la sensation physique et émotionnelle. Est-ce que vous comprenez? Donc leur source étant non pas divine, puisque ces fragments d'esprit prennent naissance dans l'expérience animale. C'est comme si vous voulez, ce qu'on appelle les émotions et les sensations, ce sont ces premiers esprits. Vous comprenez? Ce sont les esprits primaires. Ils sont faits de ça, ce sont eux qui constituent ce que nous on vit comme de l'émotion et de la sensation physique, éthérico-physique et astrale. Car nos sensations sont des esprits, mais ce sont les esprits primaires, ce sont les esprits divisés, qui certes sont un dédoublement de l'esprit originel, mais ils en ont perdu l'accès, ils en ont perdu le contact. Et ces esprits que vous connaissez probablement sous le terme de la rébellion de Lucifer, je rappelle que tout ce qui a été dit à l'homme, ce n'était que des images. Ce que j'explique aujourd'hui au niveau de l'esprit qui se divise, ce n'était pas possible avant de le comprendre, parce que les réseaux éthériques n'étaient pas suffisamment constitués. Il fallut d'autres hommes qui parlent, chacun selon leur vibration, et qui ont participé à la constitution de ces réseaux éthériques.
finalement de notre compréhension. Et il a été dit à l'homme qu'il y avait un ange qu'on appelait Lucifer et qui s'est détourné de Dieu et qui a pris sous sa domination la race humaine. Ce sont des histoires, ça, ce sont des images. Ça veut dire la même chose. Celui qui est capable de voir à travers l'image peut voir que ce que j'explique depuis tout à l'heure, c'est à un stade plus clair, plus précis, plus réel, ce qui s'apparente à la rébellion de Lucifer. Lorsque on a dit à l'homme que le grand Michael a laissé Lucifer agir pendant 200 000 ans, par exemple. C'est écrit dans la cosmologie du Ranchia. Ce que nous voulons dire, c'est pas qu'il y a un ange qui s'appelle Lucifer, qui s'est détourné du grand Michael, à qui on a laissé la domination de la race humaine, ou les expériences animales, l'expérience humaine, durant 200 000 ans. Ce n'est pas ce que nous voulons dire. Ce sont des mots dont, à l'époque, ils étaient nécessaires, ou du moins nos informations ne pouvaient être à l'image de votre compréhension, de votre capacité de compréhension. Et ceci nous intrigue beaucoup. La majeure partie d'entre vous ne réussissent pas à saisir que ce que nous disons est automatiquement transformé, que nous sommes le silence de votre subconscient. Nous ne sommes pas le brouhaha de votre conscient. Nous ne sommes pas le brouhaha de vos pensées. Nous sommes la potentialité créative des mots, de la vibration des mots. Mais nous ne sommes pas les mots. Nous pouvons utiliser l'homme que vous entendez parce qu'il a su suffisamment se restreindre dans le conscient. Nous sommes extrêmement joyeux d'accueillir le résultat de notre création. Nous pouvons aujourd'hui vous le dire avec moins de mensonges qu'auparavant, à travers un homme que nous avons pu enivrer sans que celui-ci cède à la folie d'une intrusion dans son mental, d'impressions et d'illusions réfléchies. Mais le travail est loin de nous satisfaire, car le message ne dépend pas uniquement de celui qui le porte, il dépend aussi de celui qui l'écoute. Et celui-ci doit également ne plus être victime des impressions calculatrices, réfléchies, des influences lucifériennes dont les caractéristiques est la domination des égos. Le message que vous recevez, il est toujours à l'image très stricte et très fidèle de comment vous vibrez dans le moment. Et il est aussi un petit peu influencé, un peu saupoudré, coloré par votre identité globale, c'est-à-dire par votre mémoire, par ce qui a été. Et en fait, j'ai plus envie d'expliquer. Parce que je suis dans une situation extrêmement difficile, je suis au milieu de rien, en fait. C'est-à-dire que je peux laisser passer tous ces messages parce que pour moi, ce sont du vide. Pour moi, ça vaut que dalle. Moi, j'en ai rien à foutre. Je sais être dissimulé dans ce truc extrêmement complexe et vaste qui est le mental. Je suis voyez le mot, putain, vous voyez les mots? J'ai oublié le mot que je viens de dire. C'est pas grave. Je suis dissimulé, ça y est, je m'en rappelle. Mon identité, le réel moi, le centre de ce qu'on pourrait appeler moi, je sais qu'elle se situe quelque part dans ce vaste mental. Et je sais que l'expression de ce fameux moi est si complexe et si intelligent qu'il a la capacité créative infinie de vibrer ou d'exprimer sa lumière dans une infinité de formes vibratoires. Vibration, c'est au-delà de la forme. Vibratoire, c'est la forme qui vibre. Donc il faut qu'il y ait d'abord forme, et ensuite la vibration agit, fait vibrer. La forme
Et ensuite, on en constate le taux vibratoire. Ce qu'on appelle ce qui est vibratoire, c'est ce qui vibre. Tandis que la vibration, c'est de l'origine, de où ça part. Donc on peut envisager que le vrai moi, le moi centre, source, c'est la vibration. Ce n'est pas le vibratoire. Et vous entendez surtout le vibratoire. Vous jugez selon le vibratoire. Vous constatez le vibratoire. Vous ne parvenez pas nécessairement à constater la vibration, ce qui est vibration et non vibratoire. Le mental, qui appartient à l'individu, il est extrêmement fragile. Il peut sombrer dans la folie, il peut sombrer dans le désir, le contrôle, le pouvoir, la domination, c'est-à-dire être gourou, utiliser cette énergie à des fins personnelles pour manipuler d'autres et les mettre sous son joug, sous son contrôle. C'est ce qu'on appelle Lucifer, c'est-à-dire c'est les influences de cette énergie que nous avons appelée Lucifer. Un gourou est luciférien par définition absolue. Un homme dominateur envers sa femme est sous le joug de l'influence luciférienne. C'est une énergie, Lucifer, ce n'est pas quelqu'un. Ça a été jugé comme quelqu'un parce que le mental a une dimension imaginative. Et l'esprit est si puissant à travers ce mental qu'il a la capacité de créer une dimension imaginative, ce qu'on appelle l'astral. Il est capable de créer l'illusion parfaite d'une anthropomorphisation de la lumière, de la source, de ce qui est information, de ce qui est su par énergie, par vibration. Et il est extrêmement difficile à un individu de vraiment vivre ce qu'on vous explique. C'est-à-dire que même en le sachant, et même en le répétant à d'autres, et même en essayant de s'en convaincre dans un raisonnement, une réflexion, même si elle est quotidienne, d'essayer de se convaincre qu'effectivement, tout est illusion, en tout cas tout ce qu'on vit au niveau des sens est illusion, de se convaincre que effectivement nous sommes vibration, nous ne sommes pas vibratoires, nous faisons vibrer le vibratoire. Et il est impossible, voire inutile, de continuer à s'en convaincre, parce que le travail est effectué par votre aspect vibration originelle. Le travail est en activité constante. Et si le désir interfère, nous ne pouvons pas à la fois faire le travail dont nous allons vous passer des détails et devoir lutter, devoir vous éduquer à ce que vous en arrivez à lutter de vos impressions, de vos réflexions et de toutes ces choses qui amènent votre esprit à s'attacher. Mais nous ne pouvons pas non plus vous dire de ne rien faire, puisque nous savons que les conditions d'évolution dans lesquelles vous vous trouvez sont difficiles et que vous avez une âme que l'on peut pour l'occasion appeler la prison de l'esprit, de cette âme qui est affolée, de cette âme dont la constitution est parfaitement animale et spirituelle, là où l'esprit est uniquement spirituel, l'âme est animale et spirituelle. Et cet animal, puisque nous pouvons, de par nos observations, comparer la conscience de l'âme avec la conscience d'un animal. Et cet animal est perdu, cet animal est seul, et nous pouvons comprendre que cet animal cherche, il cherche, et il cherche encore, en étant guidé, pour ne pas dire dominé, par les pulsions existentielles. Et si le travail est très difficile pour vous, il en est par conséquence extrêmement difficile pour nous, comme il en est
extrêmement difficile à l'individu qui doit laisser passer l'énergie de la parole tout en devant lutter contre l'énergie de sa pensée. La pensée cherche toujours quelque chose à dire lorsqu'il y a silence. Lorsqu'elle ne sait plus quoi dire, elle cherche. Mais nous sommes la parole, tandis que vos ennemis sont la pensée. La parole est le niveau de perfectionnement absolu de notre expression. Nous pouvons agir à travers la pensée, mais nous ne pouvons pas agir à travers la pensée dans notre forme parfaite, puisque pensée est forme, là où vibration de la parole n'est pas forme. Elle forme, mais elle n'est pas forme. Tandis que la pensée est déjà forme, mémoire. La pensée est mémoire. La parole est présente. Nous pouvons vous parler présentement à travers de la parole. Lorsque la pensée est utilisée, et lorsque nous n'avions pas d'autre choix que d'utiliser la pensée, vous n'aviez accès qu'à notre mémoire. Vous n'aviez accès qu'à notre passé. Là où aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à notre présent relatif. Avant, l'homme n'avait pas Internet. Il fonctionnait en circuit totalement fermé. Donc je rappelle toujours ce principe luciférien, c'est-à-dire que lorsque le circuit est totalement fermé, qu'il n'y a pas d'Internet, l'esprit à l'intérieur de ce circuit fermé est dominateur, c'est-à-dire qu'il enferme. D'ailleurs, on donne le nom de porteur de lumière, veut dire qu'il porte la lumière, et s'il porte, il peut pas fermer sa gueule, le monsieur qui tousse là, parce que c'est effroyable. C'est effroyable comment ça me coupe. Vous savez quoi, on s'en fout de Lucifer. Ensuite, l'homme a eu l'internet ADSL, donc il a commencé à penser. Il a commencé les philosophies, la psychologie, donc il pouvait bénéficier d'un contact avec l'intelligence, mais dans un circuit fermé. Et puis je m'en bats les couilles, j'en ai marre en fait là de... Ma conscience inférieure, il dit à chaque fois que je veux parler d'un sujet, que j'enregistre, c'est jamais ce que je veux dire qui sort. Je suis chevauché par ces deux phénomènes. Je peux à la fois dire que ces misérables fils de pute dominent mon mental et m'empêchent de dire ce que je veux, de parler du sujet que je veux, d'avoir les réponses que je veux en fonction du sujet que je veux développer, et tiraillé, chevauché, par ceux qui répondent, par l'énergie qui répond, l'énergie intelligente de l'autre bord, qui du coup sont eux qui contrôlent, qui influencent l'individu. Je suis les deux. Parfois je suis plus l'un que l'autre, mais je suis les deux. Ça n'a aucun sens, parce que vous cherchez du sens. Ça n'a aucun sens, la conscience. Ça n'a aucun sens, l'identité. Pourtant je parle, donc je suis quelque chose, je suis quelque part, mais ça n'a aucun sens, et ça n'a pas besoin de sens. De l'autre bord, de là d'où nous sommes, ça n'a pas de sens, l'identité. Ça en a beaucoup pour l'ego, pour l'individu. Si je mettais l'un d'entre vous à ma place, il finirait dans un hôpital psychiatrique, ou il finirait drogué, ou il se suicide, ou il se tape la tête contre les murs. Et comment je peux vivre ce... Quand bien même, vous savez, quand bien même c'est des grosses conneries tout ça. L'esprit, moi je suis le premier à le dire, que ce sont des mots. Ce sont des mots. La seule chose à savoir, c'est est-ce que je suis calculateur, c'est-à-dire que est-ce que je suis parfaitement conscient de ce que je dis et que je développe, j'organise comme si tout était écrit, tout était prévu et de façon consciente, que j'avais sciemment écrit. Je peux vous dire que je ne suis pas en train de lire déjà, donc c'est que je suis sacrément intelligent de pouvoir
exécuter ce plan sans avoir écrit le moindre scénario? Ou alors est-ce que je suis un orateur tellement talentueux que j'ai la capacité de faire croire que je suis spontané et que je n'ai rien écrit? Peut-être que je suis en train de lire et que je suis très doué pour convaincre de faire comme si je n'étais pas en train de lire quelque chose. Mais peut-être que je suis pas en train de lire quelque chose. La seule chose que un individu rationnel qui pourrait, qui pourrait douter de qu'est-ce qu'il me raconte lui avec l'esprit, le double, ça dédouble, je sais pas quoi, ça crée l'univers. C'est est-ce que tout ceci est délibéré? Alors que j'ai fait exprès pour convaincre dans un but de, on sait pas, une secte ou soutirer de l'argent? Ou est-ce que finalement tout ce que je dis, tout ce qui passe par moi, tout ce que j'exprime, c'est bien quelque part, c'est bien quelque chose. Je parle, je constate, vous constatez. Donc lorsque je dis que l'identité, ça n'a pas de sens, la conscience, ça n'a aucun sens pour nous, j'emploie nous, mais c'est qu'un mot. Donc si c'est qu'un mot, il y a quelque chose au-delà des mots, et ce quelque chose, c'est ce que je veux appeler nous. Donc ce que je dis est parfaitement indiscutable. Il n'y a personne qui peut discuter de ce que je peux exprimer, puisque je ne prétends en aucun cas que ma parole vient d'une quelconque... elle vient d'un fameux nulle part, ma parole. Mais c'est pas tout à fait nulle part, parce que si la parole vient de quelque part, si la parole est constatée, elle est bien émise de quelque part, et où se situe ce quelque part, que j'appelle le nulle part. Donc je ne prétends à rien, vous voyez. Qu'est-ce que tu veux discuter? Qu'est-ce que tu veux douter avec ton petit mental de merde? Ton petit mental qui veut des preuves. C'est indiscutable. C'est indiscutable. Mais j'en arrive à... Je supporte la folie. Je supporte... D'ailleurs, je ne suis pas fou. Je suis extrêmement conscient de ce qui se passe. Je suis extrêmement conscient de ce qui se passe. Parce qu'un type qui sort ce concept-là, c'est même pas philosophique, c'est au-delà. Il y a qui fait ce genre de vidéo, qui parle de cette manière-là? Il n'y a personne. La première chose qui viendrait, c'est que c'est juste un fou qui fait des vidéos, mais vous ne pouvez pas avoir l'ombre de l'idée d'à quel point je suis conscient de ce qui se passe. Et je sais que je ne peux pas l'expliquer et le traduire de la stricte manière dont j'en suis conscient, mais je suis au milieu un individu extrêmement conscient. Je vais jeter mes poubelles, j'ai une vie, je peux être sociable, je peux avoir une conversation qui n'a rien à voir avec ce genre de conneries, une conversation de tous les jours. Je suis ce que vous appelez un individu lucide, les pieds sur terre. C'est simplement que je ne peux pas m'identifier au fait de dire je suis. Ce que je suis, ça fait simplement vibrer pour vous faire comprendre quelque chose, prétextant que je suis lucide et j'ai les pieds sur terre. C'est une information qui est réelle. La chose qui n'est pas réelle dans cette phrase, c'est le je suis. Je me fous d'être... En tout cas, c'est ce que la source de ma parole pourrait dire si je lui faisais dire que je n'ai pas à être lucide et pied sur terre parce que là où je me trouve, c'est-à-dire que là d'où vient ma parole, donc là d'où vient le moi d'origine, le moi originel, le centre, qui vient bien de quelque part, mais que ce quelque part c'est nulle part. Parce que dès lors que je veux dire que ça vient de quelque part, ça sera faux. Et si je veux vraiment vous casser la tête, c'est que même ce quelque part, quand je dis qu'il vient de nulle part, c'est faux. La part de vrai, elle n'est pas observable, elle n'est pas compréhensible, elle n'a pas besoin d'être comprise, elle est. Donc soit tu sais vibrer, tu sais intégrer ce principe d'être et de ne pas ni comprendre, ni savoir d'ailleurs, ce n'est pas du savoir. Si je coupe et que je ferme ma gueule, il ne se passe plus rien. Donc je ne sais plus rien. Par contre, il y a un truc qui reste, c'est le fait d'être. Même ce concept de merde là, d'être, écoutez l'être silencieux, je lui pisse dessus, je trouve que ça vibre faux vis-à-vis de ce que c'est vraiment. Vous voyez? Je ne suis pas l'espèce de baltringue avec un collier je sais pas moi, de racines, de soja, j'en sais rien moi. Une espèce de baltringue spirituel, tu sais, avec le t-shirt, avec le col,
col ouvert, là, ce t-shirt de baltringue. Je ne suis pas un baltringue, je ne suis pas un putain de baltringue. Et même lorsque j'utilise parce que j'ai pas le choix de l'utiliser pour faire comprendre, mais si j'utilise ce concept-là d'être, c'est un peu philosophique, un peu spirituel, il est faux ce truc. À la fois je l'exprime, mais à la fois je le haïs. Je haïs tout. Je pourrais même presque dire, dans une certaine mesure, que je suis de la haine absolue envers tout ce qui n'est pas esprit. Même d'ailleurs, j'utilise un putain de mot esprit que je ne supporte plus. Et là, cette forme, le fait de vous dire ça, que je peux être une haine absolue envers tout ce qui existe. Ça vibre pas d'une manière luciférienne ou diabolique, satanique, ou même haineuse dans le sens où on le comprend. Mais quand le mot exprimé est trop loin, trop éloigné, qu'il est sujet à des interprétations et des impressions parce qu'il ne reflète pas ce qui n'est pas reflétable en fait, eh ben, je le ressens comme de la haine. Je haïs tout. Et si vous avez... Là, je me doute que j'ai perdu 95% de ceux qui peuvent accéder à ce que je vais dire là ensuite. C'est que c'est pas dans la... Ça n'existe pas la haine, je n'ai pas de haine. C'est un mot que je viens d'inventer pour essayer de vous rapprocher le plus possible de ce vide. Dans le sens où notre origine se situe dans un vide. Ce n'est pas un vide. On va dire que c'est le mot le plus proche. Et même le mot haine, je n'ai pas de haine, je ne suis pas quelqu'un de haineux. La haine, c'est simplement l'impression utilisée. C'est la conséquence des énergies qui s'ajustent. Et derrière cette haine, vous pouvez voir que si vous êtes capable de voir à travers les mots, enfin, à travers la forme, vous pouvez situer qu'il y a le phénomène de l'amour. Celui dont on ne comprend pas. On ne parle pas de l'amour, l'amour qui a une odeur de fleurs, là. Je te parle de l'amour que seuls les 5% qui restent peuvent entreapercevoir à travers le fait que j'ai parlé de haine. Et ça, c'est notre origine qui est comme ça, qui vibre comme ça. C'est du vide. C'est de l'amour vide. Mais le mot amour, je l'aime pas. C'est probablement le mot le plus détestable pour moi, le mot amour. Et tous les concepts qui sont interprétés autour de ça. Et les sentiments vécus autour de ça. C'est la plus grande des illusions. C'est l'arme absolue de la domination, l'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Ceux qui ont des questions, c'est en général moyennement intelligent, donc ça me donne moyennement envie de répondre. Et ceux qui comprennent et qui sont intelligents, parce qu'il y en a, pas beaucoup, mais il y en a, et qui en plus passent le cap d'écrire un commentaire. Le commentaire, c'est pas une question. Donc en fait, je n'ai rien à dire en retour parce que je sais que l'individu sait. Et donc c'est pas après nécessaire que je continue de parler puisque j'ai vu que l'un sait et que l'autre me pose une question comme s'il n'avait pas bité un mot de ce que j'ai déjà dit, donc il ne bitera pas un mot de ce que je vais expliquer par la suite. Donc c'est très difficile, et là je parle pour vous, c'est très difficile de vous situer en posant une question intelligente. Donc c'est un petit peu à vous de voir si quel, vous, quel, quel, quel sujet vous voulez que je regarde, sans pour autant poser une question et sans pour autant répéter ce que j'ai dit, parce qu'il y en a qui me font ça, il y en a qui répètent d'une autre manière ce qu'ils ont compris et ça n'a aucun... Bon, c'est libre expression, hein, on a le droit, les commentaires je les supprime pas et je n'ai rien contre, mais je n'ai rien à dire en retour. Ou alors vous attendez 3 mois que mon énergie veuille bien dévoiler son travail.